Bonjour, donc là on va revenir à des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre par rapport à l'exposé qu'on vient d'entendre. Donc les éléments finis et les calculs numériques sont bien rentrés dans nos pratiques, donc on les utilise couramment, mais les normes actuelles ne définissent pas très bien comment est-ce qu'on doit appréhender la sécurité structurale. On utilise encore souvent les états limites pour faire ces calculs de sécurité structurale, pour définir les valeurs de sécurité structurale. Et donc cette lacune va être comblée par les nouvelles normes. Donc il y a toute une série de démarches qui vont être faites, qui vont être précisées dans les nouvelles normes pour appréhender la sécurité structurale pour les méthodes numériques, donc en fait essentiellement les éléments finis, naturellement aussi, les modules de réaction, etc. Donc les nouvelles normes, elles ne sont pas encore nouvelles c'est des futures normes, donc qui peuvent encore évoluer, bien sûr, puisqu'elles ne sont pas encore validées, il y a encore les adaptations nationales, donc tous les paramètres et les éléments que je vous présente seront probablement proches de ça, mais ça peut encore évoluer. Donc il y a 4 éléments dans ces normes, 4 chapitres, donc les bases de la structure, les bases, les règles générales, qui sont ces 2 normes qui définissent essentiellement la manière de vérifier les différents problèmes qu'on peut avoir en géotechnique, donc qui définit un peu ce qu'on avait, les différents états limites et les facteurs partiels à prendre en compte. Donc c'est vraiment dans ces 2 premiers éléments qu'on trouve les démarches à entreprendre. Ensuite, il y a un chapitre qui est plus spécifiquement sur l'acquisition des données géotechniques, donc l'étude géotechnique, et aussi comment est-ce qu'on acquiert ces paramètres, puisqu'il y a un poids qui est donné en fonction de l'importance du projet. Ce qui change beaucoup dans ces normes, c'est que les démarches doivent être un peu différentes selon l'importance du projet et les incertitudes sur le modèle. Donc si on a des choses simples, on peut prendre moins de précautions, si on veut, ce qui est assez normal, que si on a des choses complexes. Ensuite, le dernier point, c'est le dernier chapitre, est sur les structures, donc les ancrages, les pieux, etc., et comment est-ce qu'on doit les appréhender. Donc après, on arrive dans des tableaux. En fait, il y a des tableaux qui définissent assez rapidement ce qu'on doit faire dans ces calculs de sécurité structurale en éléments finis. Donc, il y a ce qu'ils appellent les verification cases, donc les vérifications à effectuer dans les différents calculs qu'on fait. Et ici, on se concentre donc sur les calculs numériques, donc tous les éléments finis. Donc, il y a deux verification cases qui concernent ces calculs, donc les 3 et 4, sur lesquels des paramètres, des facteurs partiels sont définis. Donc, vous avez ici dans les 2 colonnes, donc vous voyez verification case 3 ou 4, et les facteurs à prendre en compte, donc pour les charges permanentes, les actions variables, et aussi si on prend un facteur global sur les résultats. Donc ce qu'on fait maintenant couramment, on prend un facteur global sur les résultats pour définir les valeurs de sécurité structurale, mais chacun il va un peu de ses approches. Et donc là, ça va être défini dans les normes, et on voit qu'il y a aussi ce facteur de conséquence qui est introduit, donc qui, en fonction de la complexité du modèle et des conséquences qui peuvent en découler, on pondère un peu ces facteurs partiels. Donc, en fait, il y a très peu c'est assez vite défini dans ces normes. Il y a 2-3 tableaux qui définissent la démarche à faire, et un chapitre qui est consacré aussi à la démarche pour appréhender la sécurité structurale dans les normes, selon les futures normes. Donc ici, on voit que ça c'est défini dans les règles générales, donc les facteurs partiels à prendre sur les paramètres de sol. Donc bon, bien sûr là, on pense typiquement dans nos modèles aux Fissé réduction, qu'il y a dans beaucoup de logiciels d'éléments finis, ou je pense pratiquement dans tous, qui permettent de réduire les paramètres à la fin d'un calcul ou en début. Et on voit que dans ces nouvelles normes, ces paramètres sont homogénéisés. Donc il y a 2 approches. Un où on ne réduit pas les paramètres, donc ce qu'on appelle le material set 1. Un où on réduit les paramètres, on
divise par 1,25, plus de nouveau ce facteur de conséquence. On voit que ces paramètres sont uniformes, donc c'est assez facile à utiliser dans ces logiciels d'éléments finis qu'on a actuellement ou autres. Voilà, donc là, je reprends ces deux approches, donc Verification Trace 3 et 4. Donc l'un, c'est en fait on réduit les paramètres mécaniques, donc c'est sur les paramètres d'entrée qu'on va réduire, donc input factoring, et l'autre, on ne touche à rien, mais on factorise ensuite le résultat, c'est-à-dire on applique un facteur global sur le résultat. Il y a quand même dans les deux approches un facteur partiel sur les charges variables, donc toutes les charges permanentes ont un facteur de 1. Les charges variables sont quand même factorisées à l'introduction, donc on peut pas simplement, on doit quand même faire une petite modification quand on fait un calcul de sécurité structurale avec un modèle de base qu'on aurait défini, puisqu'il faut factoriser les charges variables. Donc dans l'approche donc ce qui s'appelle aussi Material Factoring Approach, donc à gauche, ou Effect Factoring Approach. Donc dans la Material Factoring Approach, il y a deux possibilités. C'est soit on réduit les paramètres à la fin d'une étape de calcul, ce qui est recommandé, soit dès le départ, on réduit les paramètres géomécaniques, mais qui n'est en principe pas l'approche favorisée par les futures normes. Donc il y a un chapitre entier consacré à ces méthodes numériques, qui est résumé dans un tableau qui se trouve donc dans les règles générales, dans le chapitre 8. Et ce tableau définit clairement les démarches, les paramètres à prendre en compte et pour arriver à la sécurité structurale par élément fini. Donc le premier point, donc si on prend les deux approches principales, c'est-à-dire où on prend un facteur global et l'autre on réduit les paramètres géomécaniques à la fin d'un calcul, les deux approches se basent sur un modèle construit avec les valeurs représentatives. Donc de toute façon, on doit commencer évidemment, ça tombe sous le sens, à créer un modèle robuste avec des valeurs représentatives pour calculer, qui permet aussi de calculer l'aptitude au service et qui nous donne des valeurs de déformation et d'effort en aptitude au service. Et donc c'est ce modèle de base qui doit définir des lois constitutives, enfin toute une série d'éléments qu'on connaît, qui sert ensuite à calculer la sécurité structurale. C'est ce qu'on fait d'ailleurs couramment dans nos bureaux maintenant. Donc je vais dérouler, c'est toujours le même tableau, hein. Donc ensuite, on voit qu'il définit clairement ce qu'on doit faire avec les données d'entrée. Il y a ce même pour les différentes approches aussi. Donc on prend toujours des design values. Donc ces design values, donc les valeurs de dimensionnement sont précisées. Il y a aussi des notices en bas de ce tableau qui dit typiquement ce qu'on doit prendre comme niveau d'eau, comment ce qu'on doit combiner les actions, etc. Et ce qu'on doit prendre comme réduction sur les paramètres géomécaniques. Donc on voit quand on factorise les résultats, on voit qu'on utilise le Material Set 1, donc il n'y a pas de réduction des paramètres géomécaniques. Et quand on prend l'autre, évidemment, on réduit les paramètres à la fin, donc le Material Set 2. Donc en gros, ce facteur 1,25 sur les propriétés des matériaux. Les résultats, c'est clair que dans l'approche globale, on multiplie les résultats par 1,35 et dans les autres approches, on peut directement lire les résultats de sécurité structurale du résultat du calcul. Alors, un point qui est donné, c'est qu'il précise aussi qu'on doit faire ça pour chaque étape. Donc normalement, pour chaque étape de calcul, donc si par exemple on a une fouille, on a blindage, terrassement, étayage, etc., à chaque étape, théoriquement, on devrait faire ces démarches pour vérifier à chaque étape la sécurité structurale. Et puis aussi, donc, on doit comparer l'approche où on
prend un facteur global à la fin sans réduire les paramètres géomécaniques, ou on prend les paramètres géomécaniques réduits et vérifier lequel est le plus défavorable, ou en tout cas, s'il y a des différences, se poser la question. Et là, on voit les notices de pied de page que vous n'avez peut-être pas à lire, qui précisent effectivement ces valeurs de niveau d'eau qu'on doit prendre, comment est-ce qu'on doit appréhender les différents données d'entrée pour la sécurité structurale. Là, en fait, c'est la même chose, mais un peu synthétisée. Donc, on voit donc sur la première ligne donc le material factoring approach. Donc, on factorise les données d'entrée, donc on réduit les paramètres géomécaniques. Donc, on voit que dans ce cas-là, les charges permanentes ont un facteur de 1. Donc, vous voyez ça là. Les charges variables, un facteur de 1,3. Et ensuite, en fin de calcul, donc ça c'est l'approche où on réduit en fin de calcul ces réductions de 1,25, donc ce fil ces réductions qu'on connaît dans nos différents logiciels. Et ensuite, les résultats peuvent être liés directement. Et pour l'approche globale, où on met un facteur global en fin de calcul, donc là on voit qu'on a sur les charges permanentes 1, ensuite sur les charges variables, on a simplement, par rapport aux habitudes qu'on a aux états limites, où on a en général 1,5 sur les charges variables, on le divise par le facteur global qu'on prend à la fin pour avoir une certaine homogénéité dans les facteurs de sécurité, ce qui donne 1,11. Et ensuite, on a des coefficients sur les matériaux, bien sûr, qui sont égaux à 1. Et le résultat est multiplié par 1,35, multiplié par le facteur de conséquence. Donc bien sûr, il y a des vérifications à faire à chaque étape. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que la structure résiste aux efforts qui lui sont appliqués. Donc les effets d'action doivent pouvoir être absorbés par la structure. Et si cette structure peut reprendre ses efforts, à ce moment-là, on admet dans l'approche de réduction des paramètres géomécaniques que la sécurité du massif de sol est aussi vérifiée. Dans la deuxième approche, cette vérification n'est pas faite, donc il faut quand même encore réduire les paramètres géomécaniques en fin de calcul pour vérifier que le massif du sol résiste, mais comme de toute façon on peut faire les deux approches, on a cette information. Donc là, un exemple très simple avec d'une fondation filante, avec une charge permanente de 250 kN par mètre, une charge variable de 150 kN par mètre, avec des paramètres géomécaniques très standards, poids volumique de 20 kN/m3, un phi de 30 degrés, une cohésion de 5 kPa. Donc ici, ce tableau précise en fait les paramètres qu'on devrait introduire dans le modèle pour vérifier la sécurité structurale. Donc on voit ici donc dans la première ligne pour l'approche globale, donc Effect Factoring Approach, où on multiplie le résultat que les poids propres, les charges permanentes sont inchangées, que les paramètres sol sont inchangés, mais que les charges variables sont homogénéisées avec ce facteur 1,11, ce qui nous donne 1,67. Et pour les autres approches où on réduit les paramètres géomécaniques, on a donc de nouveau ces charges permanentes inchangées, les charges variables multipliées par 1,3, et ensuite les paramètres donc géomécaniques inchangés pour le calcul et puis réduits à la fin, ou dans l'approche globale, l'approche où on réduit les paramètres au début, évidemment les paramètres réduits dès le départ par ce facteur 1,25, donc sur les facteurs de résistance, donc phi', C'. Au niveau des résultats, donc on voit qu'on peut prendre directement, on doit prendre les résultats multipliés par 1,35 pour l'approche globale. Les résultats peuvent être directement lus pour les approches où on réduit les paramètres géomécaniques. Et puis, donc, la sécurité de rupture du sol est vérifiée, évidemment, dans les approches où on réduit les paramètres géomécaniques avec ce 1,25.
Et pour la facteur globale, il faut encore le vérifier. Voilà, donc on peut arriver donc à des remarques finales par rapport à ces futures normes, donc qui feront donc une chose, qui vont appréhender la manière de calculer les états, pardon, la sécurité structurale avec ces méthodes numériques, donc essentiellement éléments finis, et donc qui définit clairement comment est-ce que le calcul doit être mené, quels sont les paramètres à introduire, y compris pour l'eau et les pressions d'eau, donc c'est assez bien fait. Il y a aussi les exigences par rapport à l'acquisition des données qui sont bien définies, donc ces normes introduisent aussi les questions de complexité du problème, donc plus on a des problèmes complexes, on doit faire des études plus approfondies que si on a des problèmes simples. Donc il y a vraiment un poids qui est donné à l'acquisition des données en fonction de la complexité du problème. Donc cette sécurité structurale est évidemment basée sur un modèle géotechnique qui a été fait avec les valeurs représentatives. Donc il faut vraiment créer ce premier modèle avec les valeurs représentatives qui doit évidemment être robuste. Il faut calculer avec les deux approches, donc l'approche qui s'appelle input factoring, donc on factorise les données d'entrée, c'est-à-dire essentiellement les paramètres géomécaniques, ou l'autre, où on multiplie simplement par un facteur global les résultats, sans vraiment modifier le modèle de sécurité structurale, d'aptitude au service, sauf pour les charges variables. Bon, en principe, les valeurs les plus défavorables doivent être retenues, hein, donc on doit comparer toujours les deux, puis prendre les valeurs les plus défavorables. Et puis aussi les facteurs maintenant qui ont été retenus dans ces futures normes sont des facteurs qui sont bien appropriés à nos logiciels actuels, qui permettent de travailler avec le fichier réduction assez facilement. Et donc ça a été quand même pensé dans ces modèles actuels d'éléments finis qui ont tous cette possibilité. Donc voilà, c'est pas très long, c'est assez simple. Donc ces normes sont épaisses, mais bon, après, si on connaît les bons chapitres, on arrive vite à la manière dont qu'il faut faire pour obtenir cette sécurité structurale, ce qui donnera, je pense, plus d'homogénéité dans nos différentes approches. Je suis à disposition pour d'éventuelles questions sur ce sujet.